Le climat de notre planète est le résultat d'un équilibre complexe. En se développant, les sociétés humaines rejettent dans l'atmosphère différents gaz dits à effet de serre et leur concentration modifie cet équilibre. Comment la machine climatique va-t-elle s'ajuster? Comment les températures vont-elles évoluer? À quelles conséquences devrons-nous faire face au cours des prochaines décennies? Au Japon, un supercalculateur a été spécialement conçu pour apporter des réponses concrètes à ces questions, l'Earth Simulator. Composé de plus de 5000 processeurs, c'est actuellement l'une des 10 machines les plus puissantes du monde. Grâce à cet outil unique, une équipe réunissant les plus éminents climatologues japonais a pu développer un modèle très précis du système d'échange qui régit le climat de la Terre. Ils ont ensuite introduit dans cette simulation les données des prévisions d'émissions de gaz à effet de serre pour le XXIe siècle. Une projection de l'évolution du climat de la planète jusqu'en 2100 est née de ces calculs. Le professeur Robert Watson a accepté d'en commenter pour nous les résultats. Pendant 6 ans, il a dirigé le GIEC, le regroupement international de plus de 2000 chercheurs chargés d'évaluer scientifiquement la portée et les conséquences du réchauffement global. Les prévisions de l'Earth Simulator matérialisent de façon dramatique les avertissements qu'il lance depuis de nombreuses années. Situé au sud du Brésil, l'État de Santa Catarina bénéficie d'un climat tempéré. À la fin de l'été 2004, un étrange phénomène climatique s'est manifesté ici pour la première fois. Une vaste zone de basse pression cyclonique au large des côtes. À l'Institut météorologique de l'État de Santa Catarina, Clovis Correa a suivi cette anomalie dès son apparition. Des nuages s'amoncelaient en une gigantesque spirale au-dessus de l'océan. Cette formation nuageuse évoquait un cyclone tropical. Or, les cyclones tropicaux, qu'on appelle aussi ouragans ou typhons, s'étaient jusqu'à présent toujours formés à proximité de l'équateur pour s'en écarter ensuite et se diriger vers de plus hautes latitudes. Aucun phénomène de ce type n'avait jamais été signalé dans l'Atlantique Sud. De plus, cette dépression ne se développait pas dans la ceinture tropicale, mais plus au sud, dans une zone tempérée. J'étais abasourdi. Il n'y a pas d'autre mot. Aucun de nos météorologues n'avait jamais rien vu de semblable. Et ça avait l'air extrêmement sérieux. Un an plus tôt, alors que l'Earth Simulator commençait à livrer ses premiers résultats, les chercheurs avaient été surpris de voir apparaître parmi les projections un phénomène totalement déroutant. La présence d'un cyclone tropical au large du Brésil. C'était très bizarre. Il n'aurait jamais dû y avoir de cyclone dans cette région. On a pensé qu'il s'agissait d'une erreur du programme. Ce qu'ils avaient alors pris pour une aberration était-il en train de devenir réalité? Leur simulator avait-il anticipé un phénomène météorologique entièrement nouveau? Le mouvement de la spirale nuageuse s'amplifia au-dessus de l'Atlantique jusqu'à l'émergence d'une caractéristique indiscutable, l'œil d'un cyclone. Une équipe de la NASA suivait l'évolution de la situation sur les images satellites.
Au début, on a eu du mal à croire à ce que l'on voyait. Mais au fil des heures, il est devenu évident que oui, bien sûr, il s'agissait bien d'un cyclone en formation. La NASA annonça alors que les données concernant les vents et la nature des nuages confirmaient qu'il s'agissait bien du premier cyclone tropical jamais observé au large du Brésil. À cet instant, les bateaux de pêche qui opéraient sur la zone étaient déjà en perdition au cœur d'une gigantesque tempête. À terre, ce cyclone ravagea environ 40 000 habitations, faisant au final plus de 500 blessés et 11 morts ou disparus. Cette tragédie a confirmé que des phénomènes radicalement nouveaux étaient désormais susceptibles de se manifester. Mais elle a également démontré la redoutable pertinence des prévisions de leur simulator. L'Earth Simulator ne nous fournit pas de prévisions météorologiques pour une date donnée. Il nous donne des tendances à long terme. Depuis la révolution industrielle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente rapidement. La température aussi. Elle s'est déjà élevée de 0,6 degrés Celsius en moyenne. Le GIEC estime que dans un siècle, la concentration de dioxyde de carbone devrait atteindre 960 ppm, soit 2,6 fois plus qu'aujourd'hui, si le développement de l'économie mondiale et la consommation d'énergie fossile se poursuivent à leur rythme actuel. En signant le protocole de Kyoto, les pays industrialisés se sont engagés à ramener leurs émissions de dioxyde de carbone à 5% en dessous de leur valeur en 1990. Si cet objectif était atteint, le niveau de CO2 dans un siècle ne se situerait qu'à 860 ppm. Si nous inventons des moyens plus efficaces de produire de l'énergie et de gérer notre consommation, nous devrions pouvoir limiter ces niveaux à 700 ppm sans freiner la croissance économique. C'est cette valeur de 700 ppm qui sert de base aux projections de l'Earth Simulator. Elle amène à prédire que dans 100 ans, la température globale moyenne aura augmenté de 4,2 degrés. Une des conséquences les plus inquiétantes de ce réchauffement devrait être l'aridification des sols et son impact écologique global. Cette carte nous montre l'évolution probable du phénomène au cours du siècle à venir. Plus une zone est rouge, plus elle va devenir aride. En 2100, l'aridification se sera fortement accentuée dans le sud de l'Afrique, en Europe sur le pourtour méditerranéen et sur le continent américain. Les chercheurs se préoccupent tout particulièrement du sort de l'Amazonie. Comme on peut le voir, cette région pourrait devenir extrêmement aride. L'interaction unique de l'eau et de la végétation confère à la forêt amazonienne toute la richesse de son écosystème. Cette forêt tropicale, qui s'étend sur près de 8 millions de kilomètres carrés, est traversée de part en part par l'Amazone, le plus grand fleuve du monde en termes de débit. Entre août et octobre 2005, la région a subi une saison sèche exceptionnelle qui a donné au monde un aperçu de ce que pourrait devenir l'Amazone dans une centaine d'années. Ce gigantesque fleuve, dont le cours peut atteindre 10 km de largeur, s'est presque tari. En vert clair, on peut voir l'herbe qui a repoussé sur la partie asséchée de son lit. À certains endroits, le niveau a baissé de 5 à 10 mètres. La surface du fleuve s'est couverte de poissons morts. La quantité d'eau restante contenait trop peu d'oxygène pour les maintenir en vie. Je vis ici depuis 48 ans et je n'ai jamais vu une saison sèche comme celle-ci. On ne peut même plus pêcher. Tous les poissons sont morts. Cette sécheresse est liée à un réchauffement exceptionnel des eaux de surface de l'Atlantique. Habituellement, l'air gorgé de l'humidité de l'océan survole le bassin de l'Amazone et vient buter contre la cordillère des Andes. Il s'élève alors et se condense en nuages qui relâchent leur humidité sous forme de pluie.
Cette pluie s'évapore, forme de nouveaux nuages et le cycle se poursuit. Mais en 2005, la température inhabituelle de la surface de l'océan a réchauffé l'air, créant un courant ascendant au-dessus de l'Atlantique. C'est à cet endroit que se sont alors formés les nuages. Ils ont relâché leur pluie sur l'océan et c'est un courant d'air sec et chaud qui s'est répandu sur l'Amazonie. Il a provoqué la rupture du cycle et l'absence de pluie. Selon les projections de l'Earth Simulator, le réchauffement global devrait entraîner une élévation plus marquée de la température des océans autour de l'Amérique du Sud. La circulation d'air sec de 2005 pourrait alors s'installer de manière récurrente et entraîner l'aridification du bassin de l'Amazone. Qu'adviendra-t-il alors de la forêt amazonienne? Le professeur Peter Cox, du Conseil de recherche sur l'environnement naturel en Grande-Bretagne, a développé une simulation de l'évolution de la forêt amazonienne pour le siècle à venir. Les résultats sont bouleversants. Dans la seconde moitié du siècle, l'assèchement des terres devrait entraîner l'apparition de zones désertiques. En commençant par l'embouchure de l'Amazone et en remontant progressivement son cours, la forêt disparaît peu à peu. En 2100, les 2/3 de la forêt pourraient avoir cédé la place à un vaste désert. Nous avons été choqués par ce que nous avons trouvé. Quand on obtient de tels résultats, on hésite à les communiquer. On vérifie d'abord qu'on n'a pas fait d'erreur. Le modèle que nous utilisons ne prend pas en compte les causes humaines de déforestation, seulement ce qui est dû au réchauffement global. Cela montre très clairement que le réchauffement est à terme au moins aussi dangereux pour l'Amazonie que les coupes forestières. Voici comment la désertification de l'Amazonie pourrait se dérouler. La baisse des précipitations entraîne un manque d'eau pour la végétation et certains arbres s'affaiblissent. Dès qu'une zone commence à s'assécher, le processus s'accélère sur les zones voisines. La savane se développe. Puis, elle est remplacée par des herbages. Le climat devient de plus en plus sec et même l'herbe vient à manquer d'eau. En 2100, l'Amazonie n'est plus qu'un immense désert. La désertification de l'Amazonie risque d'avoir elle-même une influence sur le réchauffement global. Les arbres de la forêt amazonienne absorbent une gigantesque quantité de dioxyde de carbone. Si l'Amazonie devenait un désert, 180 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 8 années d'émissions mondiales, seraient relâchées dans l'atmosphère. Le réchauffement s'accélérerait d'autant, aggravant encore la désertification. C'est un cercle vicieux. Selon une autre simulation, l'aridification pourrait avoir un impact important sur nos ressources alimentaires.